Là où l'accompagnement sexuel m'a permis de me faire confiance et justement de lâcher prise et de me laisser glisser et de laisser l'autre faire, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu relationnel. La proposition, c'était écoute-toi, vis-toi, dis-moi. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé. Tiens, l'émission est partie déjà en antenne. Bonjour à tous, je vous retrouve avec Nadia El Bouga aujourd'hui. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Et sexologue, clinicienne et bricoleuse aussi. À ses heures perdues. À ses heures perdues. Vous pouvez la croiser chez le roi Merlin en face. Elle vous racontera. Notre invité Pascal Cosier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, vous venez nous parler de J'ai suivi un accompagnement sexuel, sous-titré, et ce devrait être un droit pour tous aux éditions du Nôtre. Ça fait suite à une tribune que vous aviez publiée sur le site slate.fr et que vous avez développée en livre. Qu'est-ce que vous vouliez nous faire comprendre de votre parcours ? Parce que comprendre, c'est un mot important pour vous. Oui, c'est un mot important pour moi. Mettre du sens sur les choses, c'est un mot important. Ou en tout cas, une expression importante depuis longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous faire comprendre ? Je voulais surtout apporter de l'eau au débat. C'est-à-dire de la matière au débat. L'accompagnement sexuel existe, même si à ce jour il n'est pas légiféré et qu'il relève du champ législatif de la prostitution. Il existe, même s'il n'est pas autorisé. Et par rapport à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et l'expérience que j'ai pu faire, vivre cette co-expérimentation, mais également les recherches que j'ai pu faire pendant toute cette période pour comprendre également là où je me situais, ce que je voulais faire passer comme message, à la fois celui du droit à la réparation par le toucher et la sexualité, parce que ce droit-là, le droit à son corps, je crois que c'est ça, mais c'est aussi véritablement pouvoir ouvrir un vrai dialogue autour du sujet et un vrai débat autour du sujet. Alors qu'il y a quand même, c'est un sujet autour duquel, comme beaucoup de sujets en sexualité, il y a beaucoup d'hypocrisie, il faut quand même le dire. C'est bien pour ça que j'ai pris le choix, qui m'a été très difficile au départ, d'exposer la sexualité que j'ai vécue pendant cette co-expérimentation, pendant cette expérience. On va dire 9 mois. 9 mois, et des poussières. Et des poussières. Des stations, un peu avec des passements de termes. Voilà. Donc, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, vous avez entrepris une thérapie réparatrice par le biais au départ de massage. Oui. Et ensuite, comment... D'une sexualité. Oui. Je rencontre donc Alex dans vraiment... Il s'appelle Félix dans votre livre. Ah oui, mais alors il s'appelle Alex dans la version définitive. Oui, parce qu'on trouvait que Félix, ça faisait trop félin, c'est ça ? C'est une demande de mon éditrice de changer le pseudo. J'ai la vieille version, moi, Félix. Bon, voilà. Voilà, donc peu importe, on parle de la même personne. En fin de compte, je n'avais pas d'intention. Voilà, c'est ça qui est important, c'est la rencontre qui a fait l'occasion. C'est lui qui a créé finalement j'allais dire, qui a fait sa propre ordonnance, non ? Parce que c'est lui qui s'est mis à votre disposition. Oui. Alors, c'est lui qui en a parlé en fin de compte dans un atelier avant cette conférence sur la sortie de zone de confort. Et c'est en l'écoutant que je me suis dit, tiens, j'irais bien voir comment lui masse. Voilà, ça a été ma première démarche, ça a été celle-là. Effectivement, en sortant de cet atelier, je me suis dirigée vers lui. Et il avait dit qu'il souhaitait devenir accompagnateur sexuel, mais qu'il ne l'était pas. Et c'est en nous rendant dans l'atelier suivant qu'il m'a dit, mais peut-être je testerai bien avec toi. Je dis, commençons par du massage. Mais pourquoi pas ? Puisque j'avais envie, moi, de me reconnecter à ma sexualité également. Voilà. Il voulait établir une forme de protocole, en fait, qu'il ensuite, une méthode qu'il ensuite proposerait. Alors, moi, je me suis marré sur la zone de confort, parce que, vous savez, on est en plein dans la démarche développement personnel. Je peux vous assurer que le terme sortir de sa zone de confort, il ne l'emploie pas de la même façon que vous. Puisqu'à un moment donné, vous dites, j'ai entrepris ce qu'on appelle une sortie de zone de confort. Une sacrée sortie de route, quand même. Oui, une sacrée sortie de route. Daniel Bloin, qui était le conférencier avec lequel j'échange un peu par Messenger, et qui me dit, il dit, là, tu l'as bien. Moi, ça m'a fait rire. L'emploi de la zone de confort, je me dis, je l'emploierai plus jamais de la même façon. Peut-être que je vais trouver même une autre expression. C'est peut-être une vraie sortie, là, pour le coup. C'est une vraie sortie, je vous promets. Et pourquoi pas lâcher prise finalement, qui fait quand même partie aussi de toutes ces expressions fourre-tout qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Il y a quand même une vraie forme de lâcher prise dans ce qui vous est arrivé. Oui, tout à fait. Encore faut-il, quand on lâche prise, on oublie quand même qu'il faut pouvoir identifier la prise.
Et je pense que si dès le départ, dans ce travail, on n'est pas encore en capacité ou en mesure d'identifier cette prise, pour moi, il semble difficile de parler de lâcher prise, me semble-t-il. C'est vrai, et ce que je ne soupçonnais pas en fin de compte, et ce que j'écris aussi, je pense, au moment de la conclusion du livre, c'est que je ne soupçonnais pas là où j'en étais. C'est-à-dire que tous ces couvercles, ça faisait 40 ans, mon premier viol avait 40 ans, à peu près, en même temps. Alors, vous racontez que vous avez 12 ans quand vous êtes violée pour la première fois. Oui. Et après, je me suis amusé à compter les années. C'était en 1978. C'est vrai que dans la société, en 1978, on n'avait pas toutes ces émissions, tous ces numéros verts, tous ces débats. Oui. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ça paraît proche, mais on n'en parlait pas de la même façon du viol qu'aujourd'hui, en 78. Ce que j'écris aussi, moi, je me souviens à cette époque-là, parce qu'il y avait des agressions sexuelles dans les parkings, notamment sur Paris, des parkings souterrains, où l'on disait qu'une femme courait plus vite, la jupe relevée, que l'homme, le pantalon baissé. Il y avait vraiment une notion de si on était violé, on le voulait bien. Et moi, ça a connoté beaucoup de choses dans toute ma progression, même si je n'étais pas d'accord avec ça. Mais ça a laissé une empreinte, en fin de compte. Ça a laissé une teinte, une couleur à ce que je pouvais vivre derrière, comme si... j'avais peut-être pas raison de penser ce que je pensais. Voilà. Alors, il y a une partie de l'histoire que, je ne sais pas si vous l'occultez, mais que vous développez peu, parce que vous racontez que finalement, vous le dites à votre mère quand vous êtes violée, et qu'elle vous demande de vous taire, surtout de ne pas le dire à votre père. Et finalement... pour ne pas susciter sa colère. Vous étiez tranquille avec le fait que votre mère elle vous ait demandé de garder le silence pendant toutes ces années ? Non, non, pas du tout. Mais par contre, j'étais une enfant obéissante, une enfant très timide, ultra timide même. Donc j'ai obéi. Et je suis rentrée, effectivement, parce que ça se passe avant l'été, avant le départ en vacances, fin d'année scolaire. Et à la rentrée scolaire, effectivement, je le croise, puisqu'on m'a demandé d'accompagner sa fille, qui elle rentrait en 6e, moi j'entrais en 5e. C'était le père d'une de vos camarades. Hein. Voilà, tout à fait. Et là, vont commencer ces 9 années de course-poursuite, matin et soir. Parce qu'il m'a harcelée pendant tous les jours. De mémoire, il ne m'a plus jamais touchée. Et je ne pense pas occulter quoi que ce soit, vraiment. Mais je vais rentrer dans ce combat, en fin de compte. C'est-à-dire, ce combat, c'est lui échapper. Je ne vais pas réussir souvent. Je vais pas réussir souvent pendant ces 9 années. Et son plaisir, c'était de me faire peur, de vérifier ma peur, en fin de compte. Voilà. Et à partir de là, je ne parle plus. On m'a intimé l'ordre de me taire, je me tais. Et je pense qu'à ce jour, s'il reste quelque chose au niveau de ces viols, qui est comme toujours un peu dans l'incompréhension, si j'ai accepté, si j'ai compris que j'ai croisé le chemin d'un pervers, et puis qu'on peut tous croiser le chemin d'un pervers, j'ai encore des difficultés autour de l'abandon familial. Voilà. Non, c'est ça que je voulais dire, c'est que finalement, votre mère, elle referme le couvercle. Là. On n'en parle pas. Ne fais pas de vagues. Vous parlez d'un pervers, mais vous avez fait une autre rencontre. Parce que vous racontez, à 17 ans. Voilà, vous racontez quelques années plus tard cette rencontre avec une femme cette fois-ci, oui, tout à fait. qui va vous droguer. Oui, je suis en stage rue de Rivoli, parce que je suis parisienne à la base. Rue de Rivoli, je passe un bac sciences médico-sociales, on a un stage obligatoire. Je le fais dans un CIO pour jeunes délinquants, structure qui n'existe plus aujourd'hui, puisque les personnes qui étaient prises en situation de délinquance pouvaient avoir leur majorité repoussée à 21 ans. Donc il y avait une action, je fais là, j'ai envie de devenir éducatrice spécialisée, donc je le fais dans ce sorte de CIO, on dira, mais spécialisé, enfin bon, voilà, quelque chose qui de toute façon à ce jour n'existe pas, donc on ne peut pas trouver d'équivalence. Et je sympathise avec l'équipe, en effet, et cette femme me propose de dormir chez elle. Et je me souviens très bien ce soir-là, avoir eu mal à la tête. L'ambiance était très particulière dans cet appartement, vraiment très lourde. Elle me dit que je vais dormir avec elle à la place où sa mère est morte, donc c'est quand même un contexte un peu spécial. Et elle me donne un cachet. Pour le mal de tête, donc j'avale. Ça devait me faire penser à un UPSA, enfin ce genre de choses, quoi, un truc effervescent, c'est ça que je veux dire, c'est pas la marque l'important, mais c'est voilà. Ça fait le même effet, quoi. Voilà. Et le lendemain matin, quand je me réveille, j'ai très mal sur mon buste, très très mal sur mon buste. Je n'ai plus mon bas de pantalon de pyjama et mon haut est à l'envers. Et
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je prends ma douche et il se trouve que la douche est dans la cuisine. Enfin, c'est ces tout petits appartements parisiens. C'est les appartements, comme on a connu. Ouais. Voilà. Et quand je sors de la douche, elle me regarde. Et ce regard me gêne. Et pendant des années, je ne vais pas en parler parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est dans mes années de psychothérapie, notamment plusieurs années avec un psychothérapeute, qui me dira, mais si, il y a eu abus. Voilà. Mais moi, je n'en ai pas la mémoire, si ce n'est les éléments que je viens de vous citer, et le fait que j'ai un dégoût voilà, sans savoir pourquoi. Voilà. Mais je n'ai pas une empreinte corporelle, mais voilà comme une empreinte énergétique, on pourrait dire. Enfin, voilà, si on peut dire ça. Et je goûte. Pour celles qui, comme vous, qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont vécu les mêmes choses que vous, quelles sont les répercussions de ces agressions quelles sont les répercussions que ça a eu sur votre corps? Je pense qu'on a eu beaucoup. Aujourd'hui, je suis en capacité de comprendre. Je suis en capacité de comprendre comment fonctionne notre cerveau, en fait, quand il y a une agression. Il y a 3 possibilités. Où l'on se fige, où l'on fuit, où on se bat. On ne le choisit pas. Ça prend 12 millisecondes, la réponse neurobiochimique. Alors que la pensée en demande 300 millisecondes. Donc, on ne choisit pas. Moi, je me suis battue. J'ai perdu, mais je me suis battue. Par contre, ça a effectivement déréglé chez moi mon cortisol. Donc, une des conséquences, c'est la prise de poids, un état inflammatoire généralisé et une pathologie cardiaque. Voilà physiologiquement, quelles sont les conséquences de ce viol. Que ça a colonisé votre corps, en fait. Mais complètement, mais un stress hyper intense. Je parle de terreur, à un moment dans ce que je vis, oui, il y a des répercussions sur le corps. Il y a d'autant plus de répercussions que ce n'est pas accueilli comme des manifestations, en fin de compte, d'un stress post-traumatique ou ce genre de choses. C'est accueilli par, il faudrait maîtriser votre psychisme et votre corps ira bien. Je l'ai entendu, mais des dizaines et des dizaines de fois tout au long de ma vie. De la part de qui? De généralistes. Mais qui vous demandait de maigrir, mais on me le demande encore. Il y a 3 semaines, chez un professeur qui me suit par rapport à un dérèglement enzymatique, qui me dit, c'est quand vous voulez que vous y mettez. Voilà. Le fameux, ça se passe dans la tête. Mais bien sûr. Ça se passe que dans la tête. Oui. Si on veut, on peut aussi. Il y a le côté oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et je peux vous dire que j'ai tout essayé, mais on ne me veut pas en chirurgie bariatrique, parce que je ne suis pas assez grosse. Comme j'aurais dit, je ne vais pas en prendre 20 kilos pour en reperdre 20. Donc ça m'a... voilà. Mais c'est ça. Mon corps m'a été volé à plusieurs niveaux. Mais vous n'avez pas eu l'impression, finalement, de vous barricader avec ces kilos en trop? C'est une question qui a été... Je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais... Vous parlez vous-même d'armure, d'ailleurs, de couches d'armure successives. Je me rends compte là. Ce poids, il est venu de façon très brutale, en fait. J'ai 26 ans, 27 ans. J'en ai 54 aujourd'hui, donc à peu près. J'ai une angine à Flegmont, là, avec un bel ulcère de la gorge, et on me donne 5 jours de cortisone. 5 semaines après, je pèse 22 kilos de plus. J'avais un dérèglement de mon cortisone. Je ne le savais pas. Ça a fait... Voilà. Et comme m'avait dit cocktail. Voilà. Et comme m'avait dit mon cardiologue à l'époque, il m'a dit, si on mange des frites, si on mange des choses grasses, on sait faire maigrir. Il dit là... Il dit peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Alors, on est en train de raconter votre histoire. Vous êtes mariée. Je suis divorcée aujourd'hui. Mais vous vous êtes mariée. Oui, je me suis mariée, oui, pardon. Suite à tout ce qu'on disait tout à l'heure, vous vous êtes mariée pendant 20 ans. Oui. À peu près. Voilà. Est-ce qu'avec du recul, vous arrivez à voir, on parlait des conséquences que vos agressions et votre viol avaient eu sur votre corps, mais est-ce que vous avez réussi à mesurer l'impact que ça avait eu sur votre sexualité? Oui, parce que comme j'en parle très légèrement dans le livre, par exemple, la première fois où j'échange un baiser avec un garçon, je lui dis, ça, tu me l'as pas violé, tu me l'as pas volé, mais tu me l'as peut-être pas violé non plus d'ailleurs, parce que tu l'as pas eu. Tu l'as pas eu. Et mes premières relations sexuelles, c'est la même chose. J'ai dit, ça, tu l'as pas eu. Donc, c'est dans le combat que je vais vers ma sexualité. Regarder le corps d'un homme, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé. Et j'ai apprivoisé aussi la sexualité en lisant à l'époque, c'était une revue qui s'appelait Vital, il me semble, où ça parlait pas mal de sexualité, et ce qui était assez innovant quand j'avais 25 ans, où je lisais, parce que j'avais la volonté, en fin de compte, de ne pas perdre cette partie de moi, sans savoir
enfin, comment dire, ce que c'était fondamentalement. Voilà, absolument. Dans son essence. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Si vous enchaînez, là, vous pouvez. Hein ensuite, ensuite vous divorcez. À quel moment, finalement, vous réalisez que vous avez été une victime et que, en tant que victime, vous aviez le droit d'en parler? Alors, j'ai toujours pareil, mon psychothérapeute qui me disait, le gros problème avec vous, c'est que vous ne considérez pas comme une victime. Parce qu'il y a eu des associations qui sont arrivées donc plus tard, après, justement, en victimologie, qui avec des campagnes d'affichage. Est-ce que vous vous sentiez concerné? Oui, mais je pense que je suis restée dans ce mode de fonctionnement qui a été celui qui s'est déclenché au moment de mon viol, qui était celui du combat. Et je crois qu'aujourd'hui, quelque part, c'est toujours ça. Mon énergie, elle est là. Bien sûr que je suis victime de cet homme-là et je ne suis pas responsable de ce que j'ai subi. Bien entendu que je suis victime quelque part aussi de notre société qui, à mon sens, ne prend pas suffisamment en considération les effets du viol et la façon de punir les viols. Je trouve que dans la façon dont on punit les auteurs de viols quand on les attrape, il y a quelque chose qui encourage à recommencer, vu qu'en même temps, eux ne prennent pas perpète quand nous prenons perpète. Et nous prenons perpète pourquoi ? Parce que la société ne nous permet pas un accompagnement. Vous voulez faire une psychothérapie, il faut payer. Je suis désolée, mais pourquoi j'irais payer une fois de plus ? Moi, si j'ai vu un psychothérapeute, c'est parce que je refusais de donner le moindre centime pour me réparer. Je ne suis pas fautive. Parce qu'ils sont pris en charge, c'est ça. Oui, voilà. Les psychiatres sont pris en charge. Ils sont pris en charge par la sécurité sociale. Alors qu'une psychologue ne l'est pas. Une ou un psychologue, c'est pas, voilà, n'est pas pris en charge. Pourquoi j'irais payer pour me réparer pour quelque chose dont je ne suis pas coupable ? Alors que le coupable, lui, ne sera jamais inquiété. Pourquoi ? Ou alors sera pris en charge par la société. Oui, ou alors sera pris en charge par la société. Alors on va opposer à ce que je dis les unités de prise en charge maintenant dans les hôpitaux au niveau du stress post-traumatique. On va m'opposer aujourd'hui, ce qui existe aujourd'hui. Et quand bien même, là, j'ai voulu aller dans un service spécialisé, on m'a opposé la... prescription. Voilà, parce que moi je dis la limite de validité. Même la prescription, oui. Voilà. La date de péremption, comme je dis. Mais voilà. Mais oui, on m'a opposé ça, en me disant, désolé, mais on ne peut pas, puisqu'on ne peut pas prendre votre plainte à ce jour, vous ne pouvez pas accéder à nos services. Même les services d'accompagnement psychologique proposés par... Alors, Association d'aide aux victimes. Oui. D'accord. C'est ça que je pensais tout à l'heure, quand je vous parlais de... Mais moi, je parle des services spécialisés à l'hôpital. De victimologie, Vous pouvez accéder à de l'EMDR, comme on m'avait dit. Oui. Bon, voilà. C'est-à-dire où on va vous permettre d'accéder à des choses... Alors, l'EMDR, pour tout le monde, parce que c'est vrai que... Tiens, Nadia, l'EMDR. Alors, moi, c'est pas... Voilà, je sais que c'est pas votre spécialité, mais on dit EMDR et en pensant que tout le monde comprend ce que c'est, mais... Des mouvements oculaires qui permettent d'aller revisiter effectivement les traumas vécus et d'aller modifier au niveau du cerveau. Et réintégrer en fait différemment dans le ressenti. Dans le ressenti et dans le vécu. Il faudra qu'on fasse une émission là-dessus sur l'EMDR. Oui. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Oui. Il y a à boire et à manger sur ces techniques. En même temps, comme toutes les psychothérapies, il y a à boire et à manger, parce que il y a toujours ces phénomènes de mode. On en parlera après, même pour le tantra par exemple. Il y a toujours cet effet un peu de mode, de comment dirais-je, de nouveauté, d'espoir aussi, parce que n'oublions pas que les personnes qui se dirigent... Il y a un côté magique. C'est ça. C'est comme l'hypnose. C'est ça. Dit... par contre, l'hypnose, vous avez eu recours, Pascal. Oui, et je suis hypnothérapeute aussi. Ouais. Et je me forme actuellement à une nouvelle méthode de mouvement oculaire également. Donc, j'étais en formation jusqu'à dimanche soir sur le sujet avec une docteure en neurosciences notamment et un docteur en psychopathologie. Donc, c'est pour ça que je souris, parce que ça se passe au niveau neuronal, mais là, on n'a pas l'espace pour développer. Mais il faut bien entendre que ça se passe réellement au niveau des cartes mentales et des modifications de fonctionnement de certaines glandes de notre cerveau, certaines zones de notre cerveau qui vont emmagasiner de l'information et ne pas la classer. Et d'autre côté, vont provoquer tout le temps la même réponse, en fin de compte, à un stimuli, alors que cette réponse n'est plus adéquate à ce que l'on vit à ce jour. Donc ces méthodologies-là,
comme celle que je suis en train d'apprendre, sont des méthodologies qui vont réellement modifier les cartes mentales. C'est basé sur des essais du CNRS et c'est basé aussi sur des IRM fonctionnels qui voient effectivement les modifications au niveau de l'activation de ces zones-là, des zones cérébrales. Ouais. Voilà. Mais je ne suis pas du corps médical, donc voilà, je m'arrête là. Forcément d'être du corps médical, mais c'est vrai que très souvent, on le répète dans notre émission, voilà, il y a... faut que ça reste une histoire de professionnels, et il faut que ce soit encadré. Je parlais de la communauté, de ce qui s'y passe aujourd'hui. C'est ça, et le nombre de charlatans qui malheureusement... Qui sont là-dedans, et après, il y a des phénomènes de décompensation, donc il faut quand même dire aux gens, ça reste des histoires de professionnels. Vous aviez besoin de vous réconcilier avec votre corps et avec votre sexualité. Oui. Quel regard est-ce que vous aviez sur votre corps ? Vous vous aimiez plus ? Enfin, réconcilier avec votre corps et votre esprit d'abord, avant de vous réconcilier avec votre corps et votre sexualité. Je sentais que les deux étaient coupés. Il fallait vous aligner, comme on dit aujourd'hui. Oui, oui, absolument. Oui. Si on prend, voilà, il y en a qui parlent de chakras, d'aligner les chakras, mais voilà, mais peu importe, c'est quelque chose qui circule en fin de compte. Si on prend même l'acupuncture, c'est une histoire d'énergie qui circule. C'est-à-dire qu'à un moment, la tête n'est pas en dissonance avec le corps. Moi, mes psychologues ou mes psychothérapeutes me disaient, mais au niveau intellectuel, ça fonctionne super bien. Ouais, mais ça fonctionne trop en fait. J'ai besoin de revenir à là, j'ai besoin de revenir au silence. Alors là, vous montrez, voilà. Parce que comme on fait de la radio, oui, pardon, les gens voient pas. Au corps, au cœur, enfin bon là, voilà. Au chakra du cœur. Oui, peut-être. En effet. Mais bon, voilà, c'était vraiment retrouver le chemin de mon corps, ou peut-être même le trouver avant de le retrouver. Voilà. Et la sexualité fait partie de l'être humain. Mais la sexualité en tant que thérapie, alors c'est un sujet à controverse. Parce que si vous me dites la sexualité, ça fait partie de l'être humain, je dis oui, mais maintenant, où est-ce que vous situez la sexualité en tant que thérapie pour justement se réconcilier et se reconstruire ? Je continue à progresser dans mon idée. Pouvoir rallier justement ces deux dimensions, corps-esprit. Et notamment cette nuit, j'y repensais et voilà. Alex Félix a installé autour de moi, c'est moi qui lui disais ça, un espace sécure. Il me disait, tu te sens sécurisé ? Et je dis, non, sécurisé, il y a danger. Non, sécure, il n'y a pas de danger. Et là où l'accompagnement sexuel, moi, m'a permis petit à petit de me faire confiance et de justement de lâcher prise et de me laisser glisser et de laisser l'autre faire, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu relationnel. Dans le couple, il peut y avoir, écoute, fais-le pour me faire plaisir. Non, moi j'étais obligée de rien, si ce n'est de m'écouter, enfin même pas obligée de m'écouter, mais voilà, la proposition c'était écoute-toi, vis-toi, dis-moi. Alors moi j'arrivais pas, parce que je me connectais à mes sensations, j'arrivais pas spécialement à dire, mais c'est l'écrit qui a servi. Il vous a demandé d'écrire après chaque massage ce que vous aviez vécu et ressenti. Que vous partagez avec nous dans le livre d'Alors. En partie, oui, tout à fait. Et qui est juste un délice à lire. Honnêtement, merci. Vraiment. Je me questionnais en lisant le livre de proposer des passages de votre livre, ou de proposer de façon carrément la lecture de votre livre pour des personnes justement qui ont des blocages quant au développement de leur imaginaire, de leur fantasme, parce que vous avez vraiment les mots justes pour décrire ce qui est difficilement descriptible avec des mots. Donc après, voilà, quel que soit le canal qu'on a, est-ce que c'est la visuel, palette des mots, bon, il faut la trouver, hein. La palette des mots, parce qu'on n'a pas toujours tous les mots. Exactement, justement. Et vous avez les mots justes, de votre texte, le texte que vous avez partagé avec Alex Félix, se dégage vraiment toute la sensualité, l'érotisme. On sent, on ressent en fait ce que vous avez senti. Alors on le sent à notre manière, parce que c'est très singulier, mais c'est quelque chose que vous permettez en fait au lecteur et à la lectrice, à qui vous permettez d'accéder. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est vraiment... Vous faites un partage subtil dans vos écrits. J'ai essayé en tout cas. Vous y êtes arrivé. Hein. Et une de mes amies qui m'avait hébergée pendant une semaine au début décembre quand j'écrivais, et puis je voulais sortir de chez moi en fait. Et je lui avais donné les 20 premières pages à ce moment-là, et c'est une femme, c'est pas une jeune femme, c'est une femme
qui a vécu de l'inceste, qui a vécu des choses très lourdes depuis l'âge de 5 ans, et puis même certainement avant. Et elle vient vers moi, me prend dans ses bras et elle me dit « Oh, merci, c'est beau de faire l'amour ». Et là, elle m'a envoyé un message encore hier en me disant « Je viens de rencontrer quelqu'un, on s'est trouvé dans le corps et dans le cœur, j'aurais pu faire ça sans toi et sans... » Je reprends le pseudo de la version définitive. Ouais. Et sans Alex. C'est grâce à vous deux et grâce à votre envie aussi de partager que moi, j'ai pu me réparer. J'ai pu comprendre. Alors, une femme avec 3 enfants qui est divorcée aujourd'hui, donc qui a été mariée, mais qui a aussi vécu sa sexualité sans aller dans la profondeur de la sexualité, sans aller dans la profondeur du contact et de la connexion à l'autre. Ce que va m'offrir Alex. Parce qu'effectivement, comme je peux, moi, me laisser aller totalement, émettre des envies, et même qui pouvaient me sembler bizarres, mais étant en confiance, dire bon, avec toi, je sais pas si je vais apprécier, mais avec toi, j'ai envie de savoir, parce qu'avec toi, je suis en confiance. Ce que j'ai jamais pu faire avec mon ex-mari. Mais c'est tout, c'est notre histoire, c'est comme ça, c'est pas une flagellation, c'est comme ça. Et c'est là où je trouve que voilà, oui, un compagnon ou une compagne peut apporter une réparation, parce qu'on oublie aussi beaucoup les hommes qui ont pu être abusés enfants ou ados, etc., et qui ont aussi des difficultés d'accès à leur corps et à leur sexualité. C'est un moment, peut-être qu'on ne peut pas le rencontrer avec un compagnon ou une compagne, parce que peut-être qu'on ne sait pas le dire non plus, qu'on ne sait pas complètement se révéler, qu'on ne sait pas complètement dire « bah oui, mais là, moi, ça ne va pas du tout ». Voilà. Moi, ce qui m'a apporté, c'est tout cet espace-là. Il m'a apporté de l'espace, en fait, tout en le contenant. Et dans cet espace-là, j'ai pu, moi, me vivre et me tester. Oui. Voilà. Tout en le contenant, enfin, à la lecture de ce que vous avez vécu corporellement, sensuellement, sensoriellement, moi, j'ai ressenti vraiment quelque chose effectivement de contenu, de canalisé, mais en même temps de diffus aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on sent qu'à un moment donné, ça va canaliser, puis ça peut rediffuser de nouveau. Enfin, il y a vraiment... des vagues. Oui, d'ailleurs, vous parlez de chant, de danse, oui. C'est vraiment ça. Oui, c'était vraiment cette sensation-là. Et puis aussi, c'est lui qui est venu me parler de sexualité. C'était facile de parler de sexualité avec lui. Je lui disais, il me dit, je ne sais pas si c'est si facile. Je dis, mais pour moi, c'est hyper facile de parler de sexualité avec toi. Parce que tout était possible, en fait. Mais même dans tout ce qui était de l'ordre de la retenue, de l'ordre de dire « alors non, là je peux pas ». Vous nous disiez justement avant la page publicitaire que Alex vous a amené cet espace pour pouvoir justement parler avec facilité de sexualité, ce qui vous a vous-même étonné. Ma question c'est, est-ce réellement Alex qui a permis ça, ou vous aviez déjà tout, en fait, ce potentiel en vous? Il fallait juste qu'il se libère. Parce que... C'est ce qu'on appelle une rencontre. Oui. C'est ce qu'on appelle un échange entre deux personnes qui, à un moment... voilà. Bien sûr que j'avais ce potentiel. La sexualité n'était pas un sujet tabou, c'était la vivre qui m'était compliquée. Mon ex-mari a eu des problèmes de santé, je l'aborde mais très très légèrement. Oui, mais il a eu des traitements qui ont véritablement inhibé sa libido. Et si nous avions des rapports dans l'année, il y en avait 3-4. Et donc, vous éteignez votre propre libido parce que, voilà, à un moment, il faut être dispo tout de suite. Moi, en tout cas, ça ne se réactivait pas comme ça. Donc, c'était pas épanouissant déjà dans mon couple. Donc, en fin de compte, le dialogue n'était pas là non plus. Moi, je lui avais proposé qu'on aille voir thérapeute de couple, qu'on essaye d'ouvrir, de voir aussi au niveau médicaments si des choses pouvaient exister pour lui permettre lui aussi de se vivre. Voilà. Et puis quand il est allé mieux, voilà, il a rencontré quelqu'un. Et moi, ça m'a permis de rencontrer Alex après tout, et puis de vivre, et puis de découvrir ma sexualité, mais de vous rencontrer avec vous. De me rencontrer, et surtout, parce que la première journaliste qui m'avait interviewée il y a 18 mois me posait la question il y a un mois ou deux. Elle me dit, est-ce que vous êtes différente aujourd'hui? Je dis, non, je ne le suis pas. Mes valeurs sont les mêmes, mon sens du partage est le même. Par contre, j'avais une partie atrophiée de moi, qui était ma sexualité, et aujourd'hui, elle a pris sa place. Voilà. Et je crois que c'est ça. L'accompagnant sexuel est finalement un catalyseur. Oui.
comme en chimie en fait. C'est-à-dire qu'il participe au changement, mais hop, le catalyseur finalement s'efface par la suite. Dans un des textes que je partage aussi, et ça qui m'est venu spontanément quand je l'avais écrit et que je lui avais envoyé à ce moment-là, je lui disais, c'est comme si j'avais des parties de moi qui fuyaient dans tous les sens, et que toi, tu es là derrière moi et tu me dis, oh, plus besoin de fuir, tu vas pas mourir. Tu peux avancer, tu peux te mettre dans la lumière. Et c'était quelque chose de l'ordre de rassembler des choses qui étaient totalement éparpillées. Mais par peur, je pense. Je pense que la peur était le vecteur de cet éparpillement, en fait. Voilà. Comment est-ce que vous définissez le rôle d'Alex ? C'est quoi ? C'est un professionnel ? C'est un thérapeute ? Comment est-ce qu'on peut expliquer et donner et nommer ce qu'il fait ? Pour moi, il n'est pas thérapeute. Et ça, c'est une discussion qu'on a eue souvent. Il n'aimait pas que je dise ça. Donc, il n'aimera toujours pas s'il m'entend. Pour moi, il n'est pas thérapeute parce que dans son approche, il lui manque des notions de psychologie. Alors, c'est pas parce qu'il ne veut pas les avoir, c'est parce qu'il n'a pas reçu l'enseignement, ce qui est autre chose. Par contre, son toucher a été thérapeutique pour moi. Et sa sexualité aussi. Lui, maintenant, se définit plus comme coach. Coach en sexualité, coach... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il a été aussi étonné, en fin de compte, de tout ce que j'ai pu ressentir et des vagues émotionnelles voilà. Et il a une réserve à se retrouver démuni face à ça. C'est-à-dire que, attention, moi ça m'a permis de réparer beaucoup de choses, cet accompagnement sexuel. Mais et j'avais du suivi psychothérapeutique aussi en parallèle. Il se trouve que j'avais 2. Vous en aviez même 2, oui. J'en avais même 2. C'est quand même, vous avez vu. Non, mais parce que l'une qui est freudienne et lacanienne, donc elle m'enfermait bien, donc j'avais envie de sortir. Et l'autre, psychologue comportementaliste. Et plus jeune aussi, donc avec une vision différente. Oui. Voilà. Je disais régulièrement à ma psy freudienne, je dis, on peut pas les laisser à la porte, je vous promets, vous les reprenez après, mais 2 secondes, là, on peut. Mais en même temps, heureusement qu'elles étaient là aussi, parce que elles m'ont permis de réfléchir. Quand je vais chercher les travaux en thérapie psychocorporelle, basés sur Reich, qui est quand même un contemporain de Freud à l'occasion, c'est ma deuxième psy qui me dit, mais voilà, allez voir de ce côté-là. Et donc, je vais lire tout et écouter tout ce que je vais pu trouver sur le site de l'AETPR. Par exemple, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Elles vous servent aussi, me semble-t-il, de garde-fou quant aux limites. Oui. Quand ce cadre un peu flou dans votre relation en tant qu'accompagné avec votre accompagnant, il y a une espèce de flou. On ne sait plus trop, est-ce qu'on est sex friend, est-ce qu'on est accompagnant-accompagné, est-ce qu'on est un couple. Tout à fait. C'est des notions dont moi, je lui ai souvent parlé. Lui voulait m'accompagner comme dans une relation sexuelle. Il me dit, tu sais pas ce que c'est, tout ça, non. Je suis pas d'accord avec ça. Il le sait, ça ne lui plaît pas, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Le fait de faire l'amour, d'ailleurs, moi, au début, je disais, on va avoir des relations sexuelles. Il me dit, non, on va faire l'amour. Je dis, on va avoir des relations sexuelles parce que faire l'amour, pour moi, c'était autre chose. Moi, faire l'amour en thérapie, vous voyez, ça me pose des questions. Oui, mais c'est normal que ça les pose, et heureusement. Voilà. Alors après, tout dépend dans quel référentiel on se situe. Parce que si l'accompagnant se situe dans le référentiel tantrique, il va vous dire qu'il fait l'amour. Mais oui, parce que lui est tantrika. Mais voilà. Donc, finalement, si vous voulez... Il est tantrika. Tantrika, ça veut dire formé au tantra. Voilà. Et le tantra, c'est une philosophie taoïste qui remonte à des milliers d'années et qui, effectivement, considère l'homme et la femme comme complémentaires et la sexualité comme sacrée. C'est ça. Que j'en ai dit assez ? Oui, c'est ça. En fait, l'objectif du tantra, c'est finalement de pouvoir unir justement le corps et l'esprit pour atteindre la fameuse extase qu'on pourrait comparer à Al-Fen chez les soufis. En fait, c'est un peu la même chose. C'est vrai, je l'ai entendu dire. Oui. Et voilà, dans son référentiel et dans sa terminologie, ça a du sens ce qu'il dit. Et complètement. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Oui. Et mais vraiment. Et c'est là aussi où il y a tout ce paradoxe. Parce que si je peux revenir sur le cadre, juste pour terminer ce que je voulais dire à ce niveau-là, la confusion est possible. Et la confusion, elle peut être source de blessures. Attention. Alors, quelle confusion ? La confusion entre une relation thérapeutique et une relation amoureuse.
vivre comme dans une relation sex-friend, ça sous-entend aussi vivre dans des espaces qui sont des espaces privés. Alors, ok, pour peut-être accueillir l'accompagnateur sexuel chez soi, mais c'est un moment dédié à ça, et après, au revoir, on ferme la porte et on continue sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand on va voir un thérapeute... Ce qui n'était pas votre cas, puisque vous vous envoyiez des textos. Des textos. Il y en avait même beaucoup, vous voyez. Donc, il y en avait énormément. Donc ça ne veut pas dire qu'une fois que la porte était fermée, c'était pas terminé. Non, mais j'ai pas dit que ce que nous avions fait, c'était le modèle à suivre. C'est d'ailleurs pour ça que vous parlez de co-expérimentation, parce que finalement, il est aussi apprenant. Parce que c'est dangereux. Il est apprenant dans ce vécu. Tout à fait. Il y a le risque quand même de tomber amoureuse ou amoureux. Alors, oui, c'est un risque. En même temps... Je dis ça parce que j'ai reçu hier un texto de Vincent Fries, qui est un homme polyhandicapé belge qui milite pour l'accompagnement sexuel. Et donc, on échange par Messenger. Et donc, il avait écouté l'émission hier et il me dit, Pascal, je ne suis pas d'accord sur au niveau de tomber amoureux. Il dit, ça, c'est la vie. C'est vrai. Il a raison. Après tout, on peut tomber amoureux de son psychothérapeute ou de sa psychothérapeute. Complètement. Mais on sera... donc, phénomène de transfert aussi. Voilà, donc c'est plein de notions sur lesquelles on a réfléchi, où on est allé rencontrer des psychologues pour en discuter avec eux. Vraiment... Vous aviez signé un contrat, enfin une forme de contrat... vers la fin, moi je vais en effet signer un. Et pour le dernier trimestre. En plus. Pour le dernier trimestre. Mais comment est-ce qu'on sait finalement quand prend fin l'accompagnement ? Comment est-ce qu'on connaît le bon moment ? Moi, ça n'a pas été le bon moment. Mais ça a été trop tôt ? Oui. J'avais ouvert trop de choses. En fait, on a interrompu parce qu'il souhaitait interrompre. Donc, ok, moi j'ai négocié avec moi-même, en fait. Mais j'avais tout ouvert. Et je n'avais qu'une peur, c'était de refermer, de repartir de là d'où je venais. Et ça, je n'en voulais pas. Voilà. Je ne voulais pas, absolument pas me retrouver, en fin de compte, à ne pas oser répondre à des messages sur les sites de rencontres, à baisser la tête quand je rencontrais un homme, à me dire c'est fini pour moi, voilà, j'ai connu ça, ouais, super, j'aurai eu quelques mois, puis ce sera le cadeau de ma vie. Voilà. Et je ne voulais absolument pas, en fin de compte, aller là. Donc, je me suis forcée. Ce que je sais faire, aller en force, je sais faire. Et je me suis forcée à répondre à des hommes sur... j'avais déjà testé au mois de décembre, enfin voilà, parce que dans le livre, c'est mois par mois. Et ça avait été très, très, très compliqué pour moi. Décembre, c'était la fin de l'accompagnement. C'était fin du 2e trimestre. Mais en même temps, il y a un moment où vous y allez avec conviction, et c'est Alex qui vous dit « Mais non, c'est pas pour toi. C'est trop tôt. C'est trop tôt, ils te correspondent pas. » Parce que je vais changer des choses que j'ai pas mises dans le livre par rapport à ce que cet homme-là attendait aussi de la sexualité. Il me dit, méfie-toi, n'y va pas. Bon, voilà. Il a ce côté-là aussi. Moi, je lui avais dit, j'aimerais bien avoir fait des rencontres avant qu'on termine pour pouvoir en discuter avec toi, pour pouvoir débriefer en fin de compte. Vraiment, moi, ce côté accompagnement, vous voyez, c'est au-delà de... c'est effectivement se connecter à sa sexualité, tester, apprendre. En tout cas, ça a été mon chemin, ma volonté. Mais c'était aussi à un moment avoir quelqu'un avec qui vraiment on parlait, quoi. Pas uniquement un dialogue interne. Voilà. Alors vous savez, moi en lisant le livre, je me suis dit, en fait votre livre, il a une double cible. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout le panel, tu sais qu'il est nombreux de femmes et d'hommes qui justement sont déconnectés corporellement de leurs sensations, qu'elles soient sensuelles, érotiques et sexuelles, mais également des accompagnants. Parce que finalement, c'est... si vous voulez, il y a là-dedans tout ce que l'accompagnant, alors pas au niveau technique et au niveau relationnel, mais en tout cas plutôt au niveau organisationnel, ne doit pas faire. Parce qu'il n'y a pas eu d'objectif notamment de poser au départ, ce qui a compliqué justement la fin. Puisque... Vous êtes allé avec le courant en fait. Oui. Oui. On ne parle pas d'argent dans votre livre? Si, j'en parle. Enfin, pas trop. Enfin, moi, ça très coûte, peu. ça, oui, mais en tout cas, je l'ai pas esquivé. Oui, mais moi, j'aimerais savoir ça coûte combien l'accompagnement. Alors, vous avez des tarifs très différents d'un accompagnant à un autre. Pour ceux qui sont effectivement formés, notamment par la PAS, et qui interviennent auprès des personnes en situation de handicap, bon, voilà. Alors, donc la PAS, c'est l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, qui a été dont fondée, le fondateur est Marcel Nuss. Voilà.
Marcel s'est retiré de l'association au mois de juin. J'ai vu passer quelque chose sur Donc Facebook. rapidement, Marcel Mus, c'est une personne polyhandicapée. Voilà, c'est sa femme, Gilles, qui a repris notamment la présidence de la PAS. Qui était son accompagnante sexuelle. Absolument, absolument. Et donc, il forme des personnes à être accompagnateurs ou accompagnatrices, sexuelles pour des personnes en situation de handicap. Le contenu des formations, je ne le connais pas. Voilà, il manque ça. J'ai pas réussi à aller au bout de ça. Mais combien ça coûte ça dépend. Pour avoir une idée. Moi, je peux vous dire combien j'ai coûté. Voilà, allez-y. Ah oui, non, mais si vous voulez. en plus, c'est écrit. C'est écrit, je crois. J'ai payé chacun des massages 120 €. La moyenne, c'est 150 € pour 2 heures. Voilà. Chez la PAS. En tout cas, c'est ce qu'ils préconisent. Oui. J'ai rencontré Fabrice Flagel, qui intervient aussi dans les médias et qui est sur Lyon. Et on a fait du massage ensemble. En ce moment, il y avait quelque chose qui n'était pas terminé au niveau corporel. J'avais besoin. On a fait du massage. On n'a pas fait d'accompagnement sexuel. Voilà, j'ai payé un peu moins que ça. Voilà. Je ne sais plus exactement. Mais vous en parlez dans le livre avec Alex. Où est la frontière avec la prostitution ? Oui. Parce que c'est ce qui revient dans les débats, en fait. Faut pas se cacher, oui, c'est la question centrale. Oui, tout à fait, il ne faut pas se cacher. Alors moi, j'ai plusieurs niveaux de réponse à cette question, en fin de compte. C'est du travail du sexe, c'est évident. Voilà. Le travail du sexe, c'est une grande famille. Oui, il peut y avoir effectivement aller voir un prostitué ou une prostituée parce qu'on a une pulsion, parce qu'on a une envie, etc. Après... Et je ne fais pas d'hiérarchie, surtout je commence d'un côté, mais j'aurais pu commencer de l'autre. Je n'y hiérarchise pas. La seule chose contre laquelle je m'élève, c'est le trafic de personnes. Alors ça, par contre, c'est ok, ça rentre dans le champ de la prostitution, mais ça rend surtout, c'est autre chose, complètement autre chose, et je trouverai aucune parole positive par rapport à ça. Donc, on va dire la prostitution, le prostitué, l'escorte, alors où il va y avoir peut-être une notion complémentaire. Je dirais aidant sexuel dans le sens où une personne qui ne peut pas accéder à son propre corps, qui ne pourrait même pas se toucher, et puis l'accompagnant, effectivement. Mais parce que le référentiel légal ne nous permet pas autre chose. Voilà, Pascal, la suite est dans votre livre. J'ai suivi un accompagnement sexuel et ce devrait être un droit pour tous aux éditions du Nord. On serait bien resté 2 heures de plus. Nadia, vous montrez le livre à l'émission que vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube de Beurre FM, réécouter le podcast. Mais vraiment, lisez-le. Sur beurrefm.net. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Nadia, on vous retrouve la semaine prochaine.